Un tournant au Proche-Orient, Yasser Arafat est déclaré hors jeu par les États-Unis. Oui à un possible État palestinien d'ici 2005, mais sans lui, déclare George Bush. 3 questions à Leila Chaïd, représentante de l'autorité palestinienne en France. Elle nous rejoindra dans un instant. Information France 2, la série des braquages continue. Le laboratoire des pierres précieuses de Paris a été attaqué. Butin 200 000 €. Nous verrons que les assureurs menacent de ne plus couvrir les bijoutiers dès le mois de septembre. Politique, Jean-Louis Debré, élu président de l'Assemblée nationale. Édouard Balladur, arrivé en 2e position au premier tour avec 163 voix tout de même, s'est retiré. Notre enquête ce soir sur le désarroi des militants PS après la défaite. Elle colonise l'Europe du Sud par milliards et ça n'est pas de la science-fiction. Les fourmis d'Argentine inquiètent les scientifiques. Ils ont mis au jour une fourmilière de 6000 km le long du littoral méditerranéen. Le mondial, l'Allemagne, première qualifiée pour la finale, victoire sur la Corée du Sud 1-0, explosion de joie à Berlin. Demain, le Brésil rencontre la Turquie. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Avant de développer ces titres, la bataille des 2 vallées des Alpes contre les poids lourds. Toute la journée à Chamonix, 2500 manifestants ont bloqué l'entrée du tunnel du Mont Blanc, rouvert aux poids lourds depuis la nuit dernière. Mais vous le savez, lorsque les camions sont interdits à Chamonix, ils se rabattent sur le tunnel du Fréjus, dans la Maurienne, d'où une seconde manifestation, là-bas, contre les chamoniards en quelque sorte. Il faut partager le fardeau, disent-ils. Reportage des 2 côtés, Benoît Gadret, Didier Guyot. Tous les moyens sont bons pour bloquer l'accès des camions au tunnel. Rochers, arbres, panneaux, la route qui mène vers l'Italie était cet après-midi jonchée d'obstacles. Les opposants, ils étaient 2500 au plus fort de la journée, avaient décidé d'occuper le terrain. Au jeu du chat et de la souris, les montagnards ont donné du fil à retordre à l'escadron de gendarmerie chargé de protéger le tunnel. On a une des plus belles vallées au monde. C'est scandaleux ce qui se passe avec le tunnel du Mont Blanc. On ne veut plus de pollution, plus de camions. Le blocage a démarré à minuit, heure à laquelle un camion, un seul, s'est présenté sur l'aire de régulation. Le hasard a voulu que ce routier soit belge, comme le camion qui a provoqué la catastrophe il y a 3 ans. Le fait que ce soit un camion belge qui vienne ici provoquer la vallée, à mon avis, est de fort mauvais goût quand on sait ce qui s'est passé il y a 3 ans au Mont Blanc. Il y a quand même eu 39 morts. Le routier belge a dû renoncer. En revanche, au petit matin, 7 camions en provenance d'Italie ont profité d'un coup de fatigue des opposants pour traverser le tunnel. Autre vallée, autre manifestation. Les habitants de la Maurienne ne supportent plus la résistance des chamoniards. Ce blocus qu'ils qualifient d'égoïste, alors que la Maurienne est saturée par le trafic. Nous, depuis 3 ans, on subit un niveau de nuisance qui est absolument phénoménal et qu'on ne peut pas supporter plus longtemps. Donc il faut partager pour abaisser le seuil de nuisance en Maurienne. Pour calmer la colère de ses voisins savoyards, le maire de Chamonix s'est invité cet après-midi. La tentative a tourné court, car perçue comme une provocation. Arrêtez de nous envoyer la merde, et vous en sortez, voilà le problème où il est. Il y a où la solidarité savoyarde, ou elle n'y est pas? 2 manifestations, 2 blocus et une journée noire pour les routiers du trafic transalpin. Pendant quelques heures, plusieurs centaines de camions ont été immobilisés dans la vallée de la Maurienne. Et voici le chiffre des véhicules qui empruntaient régulièrement le tunnel du Mont Blanc avant l'accident. 5000 véhicules par jour, dont 2000 poids lourds. C'était donc en 98 avant l'incendie. Le Proche-Orient, depuis plusieurs mois, tous les observateurs le disent, la solution, l'initiative ne peut venir que des États-Unis. On attendait donc avec impatience le discours de George Bush. Eh bien, il marque un tournant. Washington veut tout simplement mettre à l'écart Yasser Arafat. C'est la condition sine qua non aux discussions sur un futur État palestinien, dit le président américain. Avant d'entendre les réactions justement au côté palestinien, les principaux points de ce discours et la satisfaction en Israël. Jean-Marc Ilouz. La paix exige une direction palestinienne nouvelle et différente, de telle sorte qu'un État palestinien puisse voir le jour. En faisant implicitement du départ de Yasser Arafat un préalable à l'instauration d'ici 3 ans d'un État palestinien, George Bush a pleinement répondu aux souhaits immédiats du gouvernement israélien. Une victoire pour Ariel Sharon, estime en Israël la presse pro-gouvernementale, qui souligne que le plan Bush impose aux Palestiniens une longue série de préalables au nom, je cite, de la lutte contre le terrorisme. Un discours que j'aurais pu écrire moi-même, s'est même exclamé un ministre.
C'est un carton rouge de Bush pour Arafat, explique le ministre de la Justice. Voilà les Palestiniens mis au défi de changer s'ils veulent parvenir à leur État. Mais le gouvernement israélien reste plus discret sur l'autre partie du discours américain, celle qui demande à terme à Israël de négocier la fin de l'occupation commencée en 1967, et cela dans le cadre des résolutions des Nations Unies. Proposition saluée par les travaillistes, mais rejetée par l'extrême droite nationaliste. Il y a déjà un État palestinien en Jordanie, et en créer un autre équivaudrait à récompenser le terrorisme. Mais pour l'instant, rien n'est changé sur le terrain. L'armée israélienne a réinvesti aujourd'hui une 7e ville palestinienne, Hébron, en Cisjordanie. Merci d'être avec nous, Leila Chaïd. Vous êtes représentante de l'autorité palestinienne en France. Avant d'évoquer ces questions avec vous, un détour par Ramallah pour entendre Yasser Arafat. Et coïncidence de date, c'est ce jour qu'avait choisi le ministre des Affaires étrangères français, Dominique de Villepin, pour le rencontrer. Sur place, Charles Anderlin. Ramallah occupé et sous couvre-feu. Des chars et des transports de troupes blindées sont déployés à chaque carrefour. Un bulldozer israélien a dégagé un passage parmi les débris qui bloquent l'entrée de ce qui reste de la Moukata, le quartier général de Yasser Arafat. Et le convoi de Dominique de Villepin passe à côté des carcasses de voitures. Les sourires de bienvenue sont trompeurs. Yasser Arafat et ses conseillers sont catastrophés par le discours de George Bush. En aparté, un dirigeant palestinien a déclaré que pour lui, le président américain venait de donner le feu vert à Ariel Sharon pour liquider Yasser Arafat. Après un déjeuner de travail, les deux hommes ont quitté les pièces sombres de la Moukata pour une conférence de presse en plein jour. Devant les caméras, Yasser Arafat, visiblement fatigué, veille à ne pas critiquer directement George Bush. C'est le peuple palestinien, dit-il, et personne d'autre qui choisira ses dirigeants. Les élections se dérouleront de façon transparente et démocratique. C'est aux Palestiniens seuls qu'il revient de désigner librement leurs dirigeants. La tenue prochaine d'élections démocratiques dans les territoires palestiniens, élections présidentielles et législatives pour le mois de janvier, élections en mars pour les élections municipales. À nouveau, Yasser Arafat a condamné les attentats suicides et répété qu'il fera tout son possible pour les empêcher. Mais a-t-il expliqué, toutes les villes palestiniennes sont occupées ou encerclées par l'armée israélienne. Alors, Leila Chaïd, quelle est votre réaction à vous à ce plan américain? Est-ce que vous acceptez ce qu'on pourrait appeler finalement un marché, un État contre la mise à l'écart de Yasser Arafat? Ce n'est même pas un plan, je dirais. Ce sont des conditions inacceptables pour n'importe quel peuple de dire qu'un État, même si c'est les États-Unis d'Amérique, peuvent préjuger du choix d'un peuple. Vous savez, l'État palestinien est un droit inaliénable du peuple palestinien. C'est une décision internationale reconnue, d'ailleurs reconnue par le gouvernement américain lui-même, et c'est le résultat de la résistance d'un peuple depuis 54 ans. Donc ce n'est absolument pas un marché, et en tout cas sûrement, si M. Bush considère que c'est un marché, il est inacceptable pour les Palestiniens, mais je crois pour tous les peuples libres du monde. Oui, mais que pensez-vous sur le fond de, j'allais dire, cette position vis-à-vis de Yasser Arafat? Est-ce que finalement il n'a pas fait des erreurs aussi qui rendent aujourd'hui ce départ inévitable pour la paix? Non, non. Et vous savez, le départ ou le non-départ sera jugé par les Palestiniens. Je suis certaine que le président Arafat a fait des erreurs, comme tous les hommes politiques, mais ça ne donne pas la légitimité au président Bush de décider à la place des Palestiniens qu'il doit partir, parce qu'il n'est pas l'obstacle de la paix, il est le seul partenaire de la paix. Il n'y a pas d'autres dirigeants palestiniens qui, depuis 50 ans, proposent à Israël de la reconnaître, qui proposent à Israël de créer un État à côté d'Israël, et qui a proposé, qui a convaincu la majorité de son peuple d'accepter un État sur uniquement 22%. En éliminant Yasser Arafat, Bush, qui suit Sharon dans cette stratégie, est en train de laisser comme seul partenaire Israël Ahmed Yassine. Oui. Le chef spirituel du Hamas. Leila Chaïd, vous avez noté que dans les capitales arabes, la réaction est assez modérée à l'image du président égyptien Hosni Moubarak, qui estime que c'est un plan finalement qui n'est pas si mauvais, même s'il faut certains éclaircissements. Alors est-ce que ça n'est pas le deuxième volet de ce plan, finalement, qui est aussi bon pour vous, c'est-à-dire que les États-Unis semblent décider
à un État palestinien d'ici 2005. Il demande à Israël de se retirer et d'arrêter la colonisation. Oui, je vais vous dire, premièrement, il n'a pas parlé d'État palestinien, il a parlé d'État palestinien provisoire. Deuxièmement, je dirais qu'il n'a même pas parlé ni de l'initiative saoudienne, ni de la visite du président Moubarak. Il n'a même pas parlé de l'Europe. Je vous dirais que j'ai l'impression que le président Bush considère que les seules forces existantes dans le monde, c'est les États-Unis, sûrement, Israël et leur diktat dans le monde. Je n'ai pas l'impression qu'il soit très soucieux d'incorporer ni le quartet, ça veut dire ses partenaires russes, européens, Nations Unies, avec lesquels il avait décidé qu'il y aurait une conférence internationale qu'il n'a même pas mentionnée dans son discours. Tout ça pour vous dire que j'ai le sentiment profond que c'est un blanc-seing, un chèque en blanc pour la fin de l'opération militaire que M. Sharon entreprend et qui va dans les jours, peut-être dans les heures qui viennent, faire entrer l'armée israélienne dans ce qui reste comme territoire autonome, ça veut dire la bande de Gaza. Merci Leila Chaïd d'avoir été avec nous ce soir. Une image encore de ce déplacement de Dominique de Villepin en Israël, celle de sa visite à Yad Vashem, le mémorial de l'Holocauste près de Jérusalem. Recueillement et condamnation de toute forme d'antisémitisme. Rappelons que le gouvernement israélien avait récemment exprimé son inquiétude sur un regain de l'antisémitisme en France. L'actualité en France avec d'abord ce geste de bêtise meurtrier près de Melun. Un extincteur a été jeté sur une voiture d'un pont surplombant une autoroute. Le conducteur, un homme de 42 ans qui rentrait d'un mariage avec sa famille, est mort sur le coup. Aurélia Guillemin, Pierre Bonté-Joseph. Dimanche à l'aube, il était le premier sur les lieux de l'accident. La fin d'une patrouille de nuit a priori ordinaire, jusqu'à cette portion d'autoroute, près de Melun. Je suis arrivé sur les lieux, la voiture était là au niveau des traces jaunes. J'ai été regarder la voiture, il y avait un impact dans le pare-brise et tout de suite la dame est venue me voir, elle me dit mon mari a pris un extincteur dans la figure, faites quelque chose. Un extincteur venait d'être jeté de ce pont, environ 15 mètres de hauteur, directement au-dessus des voies de circulation. À l'intérieur du véhicule percuté, un couple et ses 2 enfants. Au volant, le père de famille est tué sur le coup. Dans la commune voisine, ce n'est pas la première fois que le problème se pose. Il y a un mois, le maire portait plainte parce que des palettes de bois, cette fois, avaient été jetées sur l'autoroute. Comme les enquêteurs, elle pense aujourd'hui à l'acte d'un déséquilibré. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui est malade pour faire une chose pareille. Donc j'ai regardé quand même sur ma commune si tous les extincteurs étaient là. Mais je pense que mes collègues des communes avoisinantes, dès qu'ils apprendront la nouvelle, ils feront la même chose que moi. L'extincteur en question est entre les mains de la brigade de recherche de Melun. Aucune empreinte n'ayant pu être relevée sur le projectile, il s'agit pour les enquêteurs d'en identifier la provenance. Encore un problème d'ascenseur dans une cité, cette fois à Marseille. Des pompiers appelés en urgence pour une crise cardiaque sont restés bloqués une vingtaine de minutes. Lorsqu'ils sont arrivés dans l'appartement, la patiente était décédée. Personne ne peut évidemment affirmer avec certitude qu'une intervention plus rapide aurait permis de la sauver. Mais la question est posée, indique le médecin des marins-pompiers interrogé ce matin par le journal La Provence qui a révélé l'affaire. Information France 2, je vous le disais, c'est cette fois le laboratoire de gémologie de Paris qui a été l'objet d'un braquage. C'est là que les bijoutiers ou les joailliers apportent leurs pierres pour les faire expertiser. Apparemment, les malfaiteurs ont démonté les dispositifs d'alarme pour agir en toute tranquillité. Le préjudice est estimé à 200 000 €, 1 300 000 francs environ. Des bijoutiers très inquiets devant la recrudescence des vols, et notamment des vols à main armée, plus 15% en 2001. Avec une première conséquence, les assureurs ne veulent plus les couvrir. Yann Fronty, André Germain. Ni reconstitution, ni cinéma. C'est une bande de vidéosurveillance. En 50 secondes, cette bijouterie est totalement dévalisée. En moins d'une minute, ces malfaiteurs font main basse sur la quasi-totalité des bijoux exposés en vitrine, avec un sang-froid hors du commun. Un braquage rapide et imparable. C'est l'opération type redoutée par les bijoutiers. 70 attaques comme celle-ci ont déjà eu lieu depuis le début de l'année. Ce joaillier, par exemple, a été braqué 7 fois en 15 ans. Résultat aujourd'hui, les assureurs jettent l'éponge. Moi, j'apprends par mes assurances, par mon courtier, que très probablement nos contrats ne seront pas reconduits l'année prochaine. Donc ça veut dire que mon contrat arrive à échéance fin juin, donc début juillet, je ne suis pas sûr d'être couvert. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de compagnies d'assurance qui veulent prendre en charge l'assurance des joailliers. Et il est loin d'être le seul à connaître pareille mésaventure. Aujourd'hui, toute la profession est menacée.
Ce courtier, par exemple, l'un des plus importants de Paris, n'arrive plus à trouver d'assureur pour ses clients. On en est aujourd'hui réduit à trouver une solution pour le court terme. Le court terme, c'est-à-dire septembre, parce que normalement en septembre, il n'y a plus d'assureur. Donc on est sur les charbons ardents. Et c'est bien pour cela que les petits bijoutiers, mais aussi les plus grands noms de la place Vendôme, songent désormais à créer leur propre système de mutuelle. Les bijoutiers qui ont décidé d'écrire à tous les députés ainsi qu'aux ministres de l'Intérieur et du Commerce. Ils demandent des mesures fiscales pour les aider dans leurs investissements sécuritaires. Une nomination importante en Conseil des ministres à propos de sécurité, celle du nouveau directeur général de la police nationale, Michel Gaudin. Il a 54 ans, il est énarque et il est considéré comme un proche de Claude Guéant, actuel directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy. Il remplace Patrice Bergougnou. Voilà qui nous amène à la politique avec la rentrée des députés et l'élection de leur président. Dans la bataille à droite pour ce qu'on appelle le perchoir, c'est Jean-Louis Debré qui l'a emporté face à Édouard Balladur. Reportage Philippe Boisserie, Emmanuel Bec, Jean-Paul Chausset. Ce devait être Georges Hage, communiste orthodoxe et doyen d'âge, qui devait présider cette séance. Mais pour cause de malaise, le voilà remplacé par Gilbert Gantier. Ironie de l'histoire, c'est donc un élu dissident de droite qui arbitrera le duel fratricide du jour entre Jean-Louis Debré et Édouard Balladur. Tout avait commencé ce matin par une explication franche, mais polie, d'Édouard Balladur sur son choix de se présenter devant les députés plutôt que de se plier à des primaires. Il fait beau, c'est bien. Pas de quoi perdre sa bonne humeur pour Jean-Louis Debré, aussitôt investi par 242 députés de l'Union pour la majorité présidentielle. Cet après-midi, les socialistes sont là avec leur candidate, Paulette Guinchard-Kunstler, et une opinion très tranchée sur le duel à droite. Ça, c'est leur problème alors, hein. Vraiment, c'est leur problème. À 17h15, le vote du premier tour livre ses secrets. Jean-Louis Debré n'a plus que 217 voix, mais Édouard Balladur n'en a que 163. Il réclame la parole sous l'œil attentif de Jacques Barrot, le président du groupe UMP. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de vous informer que je retire ma candidature. La suite est sans surprise, même si au second tour, Jean-Louis Debré n'obtient que 342 voix sur les 399 de sa majorité. Les félicitations de Jean-Pierre Raffarin et l'heure est au premier discours. Pas de précipitation, pas d'hégémonie non plus, promet Jean-Louis Debré, le 9e président que la 5e République offre à l'Assemblée. Oui, première déclaration de Jean-Louis Debré. Il y a quelques instants, il faut considérer l'Assemblée comme un partenaire indispensable à la réussite des réformes voulues par le gouvernement. Fin de citation. On continue avec les suites des élections législatives. Jean-Pierre Chevènement annonce qu'il va prendre du champ. J'ai parié gros, je perds gros, a déclaré l'ancien ministre de l'Intérieur à l'agence France Presse. Sa formation, rappelons-le, n'a obtenu aucun député. Incertitude aussi au PS, quelques jours avant un Conseil national très attendu. La guerre des chefs menace, mais au-delà, c'est l'orientation du parti, ces grands choix qui sont rediscutés. On a beaucoup parlé des dirigeants, mais qu'en est-il des militants? Reportage à Paris, section du 19e arrondissement, Jeff Wittenberg et Éric Delagneau. Ici, le député sortant a gagné. Et pourtant, les militants ont entrepris une sorte de thérapie de groupe. Une réunion pour tenter de comprendre l'autre défaite, la grande, celle de Lionel Jospin. Justement, certains ne la comprennent toujours pas. Oui, il faut refonder, il faut retrouver un projet, etc. Mon problème, c'est que j'ai quand même le sentiment qu'on en avait un et qu'on était dans la bonne direction. Je veux dire, Jospin a quand même dit des choses. Alors après, oui, il y a le problème de comment ça a été dit dans la campagne, comment ça s'est passé, etc. Mais alors justement, qu'est-ce qui n'a pas marché? L'heure est aux examens de conscience, y compris sur les symboles réputés intouchables. La panacée, le nec plus ultra du plus à gauche, c'était les 35 heures. Résultat des courses, quand on regarde le bilan aujourd'hui, c'est une mesure qui a profité aux cadres. Et ceux qui ont le plus morflé sur les 35 heures, c'est l'électorat le plus populaire. Mais c'est aussi l'histoire d'un parti qui voulait changer la vie et qui s'est converti au réalisme. Trop, aux yeux de ceux qui veulent maintenant une ligne bien à gauche et sûrement pas de ce social-libéralisme comme ils l'appellent, par exemple quand le PS prône la baisse des impôts. La gauche doit être incarnée par le Parti Socialiste. Et la vraie gauche, et pas seulement des discussions sur telle taxation, sur tel pourcentage de telle tranche, etc. etc. Attention, préviennent d'autres militants, les promesses à tout va, la surenchère à gauche, c'est un PS dans l'opposition pour des années, et pire encore si la guerre des chefs se rallume.
Ça ne m'intéresse pas de savoir ce qui se passe auprès des chefs de Fabius, de Emmanuel, n'importe qui. J'ai rien contre eux à la base. Juste, concrètement, quand je discute avec les gens, c'est pas ça qui les intéresse. On a choisi ici de ne pas retirer l'affiche de Lionel Jospin, l'inédite, celle du second tour. Comme un étrange porte-bonheur, car depuis le 21 avril, la courbe des adhésions grimpe. Le PS se console, il y aura du monde pour traverser ces 5 ans de réflexion. Une visite de Nicolas Sarkozy à Londres. Le ministre de l'Intérieur rencontre son homologue britannique David Blunkett. Objet des discussions, le centre de réfugiés de Sangatte. La situation ne peut plus durer, a répété Londres, qui a souvent réclamé la fermeture de ce centre. Vous le savez, ce sont chaque jour des dizaines de demandeurs d'asile qui tentent de gagner l'Angleterre, où les conditions d'accueil sont plus favorables. Il y a quelques semaines, le gouvernement britannique a même décidé de sanctionner les chauffeurs de camions transportant des clandestins, même à leur insu. Nous avons pu effectuer la traversée de la Manche avec l'un de ces chauffeurs. C'est une enquête de Dorothée Cochard. Jean-Claude est à quelques mois de la retraite. Le matin, avant de partir, il doit contrôler son camion. Un clandestin, ça représente à peu près 2000 € d'amende. Depuis 2 ans, il a pour consigne d'être particulièrement vigilant. Il n'a pas été coupé et recollé. Si le plomb n'a pas été enlevé de manière à pouvoir favoriser le contrôle va lui demander un quart d'heure supplémentaire. Voilà comment les clandestins s'y prennent habituellement. Ces images ont été tournées il y a quelques semaines, mais la scène a lieu chaque nuit. 3, 5, 7 clandestins. Ils profitent d'un moment d'inattention du chauffeur lorsqu'il est en train de payer son essence. Ils sont aidés par 2 passeurs, ce sont eux qui vont refermer la porte. Une mésaventure qu'a déjà connue Jean-Claude. Seule différence, les clandestins s'étaient cachés sous les essieux. Et là, ça fait peur, parce que quand vous voyez un gars qui sort de votre remorque, des essieux de la remorque, et puis, les roues, hein. Voilà, les roues, ça vous refroidit, parce que tout de suite, vous pensez que si jamais il était tombé, le mec, et vous roulez dessus, ou même sur l'autoroute, on roule pas à 10 à l'heure. Hein. Pour détecter ces clandestins, Eurotunnel a dû investir plus de 3 millions d'euros en grillage, en caméras infrarouges, en contrôle scanner ou encore en contrôle en dioxyde de carbone. Des contrôles pour le moins efficaces, mais qui prennent du temps. Aujourd'hui, Jean-Claude a 2 heures de retard sur l'horaire prévu. Peu importe, le retard, son entreprise l'a désormais compris dans le délai de livraison. La France, vous le savez, n'envisage pas la fermeture du centre de Sangatte avant que des solutions durables n'aient été trouvées. C'est ce qu'avait déclaré Nicolas Sarkozy, notamment l'harmonisation des textes en matière de droit d'asile. Jacques Chirac, lui, a quitté Paris pour le Canada, où il doit assister au sommet annuel du G8, les 7 pays les plus riches du monde, plus la Russie. Début des travaux demain, un sommet organisé dans des conditions assez cocasses. Pour éviter les traditionnelles manifestations et pour décourager d'éventuels terroristes, les chefs d'État se retrouveront dans un parc sauvage complètement coupé du monde. Un reportage Pascal Golomer, Tristan Lebras. Calgary n'échappera pas à la règle, commune désormais à chaque G8. Les forces de l'ordre quadrillent le centre-ville. Le centre de conférence est sous bonne garde. C'est ici que seront cantonnés les 2000 journalistes accrédités. Les chefs d'État, eux, se réuniront à 100 km de là, dans le petit village de Kananaskis, au cœur des Rocheuses canadiennes. 3 hôtels de luxe, réservés aux seules délégations, inaccessibles au commun des mortels. Pas moins de 13 barrages policiers jalonnent l'unique voie d'accès. Hélicoptères, chars d'assaut, missiles sol-air, pour parer à toute attaque terroriste, pour décourager aussi les militants anti-mondialisation. La grande majorité des gens qui se présentent, les activistes et les manifestants, viennent avec des raisons pacifiques. Nous savons aussi par expérience que malheureusement, il y en a d'autres, beaucoup plus petit nombre, qui se présentent avec d'autres intentions, des intentions de violence. Les manifestants resteront donc à Calgary. Ils ont eu toutes les peines du monde à obtenir de la mairie des lieux d'accueil et de réunion. Beaucoup ont préféré se donner rendez-vous très loin d'ici, à Ottawa. Face à une telle répression policière et militaire, ce sera très difficile pour nous de faire entendre notre message. Mais la tranquillité et la sécurité des chefs d'État a un coût. On parle de plus de 200 millions d'euros dépensés pour ces 3 jours. C'est plus de 10 fois le montant du précédent sommet organisé par les Canadiens il y a 7 ans. Au sommaire des discussions, donc économie, Afrique, terrorisme et Proche-Orient. Avant de se rendre au sommet, George Bush lui a fait un détour par l'Arizona pour saluer les milliers de pompiers qui luttent depuis une semaine contre les flammes.
vous allez découvrir les dernières images des télévisions américaines, des villes et des campagnes blanches de cendres. Nous allons les voir dans un instant, ces images si tout va bien. Des paysages totalement calcinés. Plusieurs dizaines de milliers de personnes restent ce soir éloignées de leur domicile. La lutte contre le terrorisme en Espagne, étape importante. Le Sénat va voter en ce moment, d'une seconde à l'autre, un projet de loi qui vise à interdire toute vitrine politique à l'organisation armée ETA. Jamais jusque-là une mesure de ce type n'avait été décidée. Anne Poncinet, Philippe Luzzi sont nos envoyés spéciaux. Il sera peut-être de plus en plus difficile pour les militants de la cause basque de manifester avec Batasuna. Le parti indépendantiste risque en effet d'être prochainement interdit. Le gouvernement espagnol l'accuse de collusion avec l'ETA, qui a repris la lutte armée en 1999. Pourtant, Batasuna compte de nombreux élus, des maires, un député européen et des députés régionaux, qui, comme Fernando Barrena, risquent de se retrouver dans une situation pour le moins paradoxale. Nous n'avons pas l'intention d'entrer en clandestinité, ni de prendre le maquis. Mais c'est ça que cherche le Parti populaire du gouvernement. Parce qu'ils veulent nous rendre clandestins pour pouvoir augmenter la répression et frapper plus fort. Théoriquement, la loi d'interdiction vise tout parti qui présente un risque pour la démocratie. Au Pays Basque, le texte est très critiqué par les partis nationalistes modérés et même par les évêques qui estiment qu'on risque ainsi de priver plus de 100 000 électeurs de représentation politique. Mais dans cette affaire, il y a consensus entre le gouvernement de droite et l'opposition de gauche, sauf obstacle juridique, donc le projet a toutes les chances d'aboutir. Retour en France avec une décision très attendue de la Cour de cassation sur le statut du fœtus. Eh bien, la Cour confirme sa jurisprudence. L'enfant à naître n'a pas le statut juridique d'une personne vivante. Les plaintes pour homicide en cas d'avortement ou de décès accidentel avant la naissance ne sont donc pas recevables. Une première devant la justice, le procès d'une rave-party illégale. C'est l'application du décret adopté il y a quelques mois. 6 personnes jugées à Rennes et une centaine de manifestants avec sono pour les soutenir. Jacques Deveau, Gabriel Camilla sur place. Ils sont 6 à comparaître. 6 rêveurs que la justice considère comme les organisateurs de la rave de Gaël. On leur reproche d'avoir rassemblé 10 000 personnes sur un ancien terrain militaire, sans aucune mesure de sécurité. La fête a duré 2 jours, 2 jours de cauchemar pour les riverains. Ah, on a vécu des drôles de choses, vous savez, on n'a pas pu dormir, on a été toujours embêtés. Si nous, les gens qui... Les rêveurs, si admettons des gens allaient chez eux, 15 000, comment ils réagiraient? Les rêveurs de leur côté ne comprennent pas l'action de la justice, qu'ils trouvent disproportionnée. Judiciairement, je suis quelqu'un qui diffuse de la musique illégalement. C'est grave. Franchement, c'est grave. Les organisateurs de la rave avaient eu des contacts avec la préfecture pour tenter de trouver un lieu de rassemblement. Mais la concertation a échoué. Alors la rave s'est déroulée dans l'illégalité. Si, encore une fois, on leur avait donné l'autorisation, si on avait décidé de discuter avec eux plutôt que de réprimer, on ne serait pas là aujourd'hui et les riverains auraient pu dormir tranquilles. Sous les fenêtres du palais de justice, une centaine de rêveurs s'est rassemblée pour soutenir les prévenus, car du côté des rêveurs, on craint des peines lourdes. Les rave-parties existent sans la drogue, mais la drogue existe dans les rave-parties. C'est lors d'une de ces soirées, il y a 2 semaines, qu'une lycéenne de 16 ans est morte après avoir absorbé 2 cachets d'ecstasy. Ses parents ont décidé ces derniers jours d'alerter l'opinion. Christine Boss. Comme tous les jeunes, Anne C croquait la vie à pleines dents. Comme trop d'ados, elle voulait être de toutes les expériences. Sa dernière lui fut fatale. Elle s'appelait Ecstasy. Pour que la mort par ecstasy de leur fille Anne-Cécile ne soit pas inutile, ce couple de Vosgiens a décidé 1 semaine après le décès de l'aînée de leurs 3 filles de partir en guerre contre la banalisation de l'ecstasy. Je vais vous donner quelques affiches là. 5000 tracts distribués dans les rues de Remiremont pour marquer les esprits. On voudrait en fait, avec ses parents, essayer de pouvoir sauver la vie d'autres gens. Même si ça ne pourra jamais ramener Anne-Cécile, peut-être que ça pourra en sauver d'autres. Comme elle, Anne-Cécile était une lycéenne ordinaire. À 16 ans, elle était avide d'expériences nouvelles. Elle s'est retrouvée avec d'autres jeunes dans un rassemblement où elle a pu se procurer de l'ecstasy qu'elle a consommé et dont le résultat
avec cette ecstasy, elle s'est littéralement empoisonnée. Pour lutter contre le chagrin et le destin, les parents d'Anne-Cécile ont créé un site internet pour alerter et sensibiliser parents et ados au danger de ces pilules multicolores, aux noms aussi inoffensifs que Télétubby ou Bugs Bunny, mais aux effets ravageurs. Économie, un léger mieux à la bourse aujourd'hui. Après le coup de tabac d'hier, le CAC 40 reprend plus de 2,5%, mais en pleine tempête boursière, le monde des affaires a les yeux tournés ce soir vers le conseil d'administration de Vivendi Universal. C'est le sort de Jean-Marie Messier qui est une nouvelle fois en jeu. Le PDG a perdu le soutien de Bernard Arnault, patron d'LVMH, qui a précisément décidé de quitter ce conseil d'administration. Il était l'un des plus anciens alliés de Jean-Marie Messier. Les effets des 35 heures sur les vacances, premier bilan des professionnels du tourisme. Les départs seraient de plus en plus fréquents, mais les séjours de plus en plus courts. En été, la moyenne est de 16 jours. Rappelons que l'an passé, 65% des Français sont partis en vacances. 90% d'entre nous sont restés en France. Elisabeth Esley, Nathalie Jourdan, Delphine Detry. Les étrangers fous de la Côte d'Azur, comme cette famille polonaise, ce n'est pas nouveau. Ce qui a changé, c'est qu'ils sont moins gênés par les vacanciers français qui, eux, raccourcissent de plus en plus leur congé d'été. On avait toujours une clientèle de séjour. Et donc là, on voit que c'est vraiment une demande de 3 jours, 4 nuits, vendredi, samedi, dimanche. Changement d'habitude, passage aux 35 heures qui permet de s'échapper tout au long de l'année. La durée moyenne des vacances d'été est de 2 semaines aujourd'hui contre 3 il y a 30 ans. Les voyagistes s'adaptent. Grand succès des formules de 2 à 4 jours le reste de l'année. Cette offre connaît un succès grandissant. Nous avons augmenté la fréquentation des courts séjours chez Pierre et Vacances de 21% pendant les mois de mai et de juin dans nos résidences françaises. Fini le mois de vacances estivales incontournable, de plus en plus citadin. Nous avons la bougeotte. Ce qu'on appelait le modèle français dans les années 60, qui voyait les Français partir, ceux qui partaient en vacances, dans une proportion de 85% entre juillet et août. Cette proportion est descendue à 51% au dernier chiffre. Envie de bouger, mais aussi de se retrouver en famille ou entre amis. 40% des Français sont logés gratuitement en vacances parce qu'ils sont invités ou parce qu'ils occupent leur résidence secondaire. Un mot de l'école avant les vacances. Nous évoquions récemment l'interdiction des photos individuelles d'élèves en classe. Et bien finalement, le ministère de l'Éducation a décidé qu'elles seraient tolérées. Ce sera aux établissements d'en décider, au cas par cas. Autre photo de famille, celle d'un clan franchement impressionnant. À l'âge de 69 ans, une habitante de Bruay-la-Buissière dans le Pas-de-Calais vient de recevoir la médaille d'or de la famille. Elle a mis au monde et élevé 15 enfants. Laetitia Legendre. Dans la famille Herman du Watté, on ne demande pas le fils ou la fille, mais le numéro. La 13e. Gisèle, la 7e. Martine, la 8e. Famille nombreuse, famille heureuse, 15 enfants, 70 petits-enfants, 15 arrière-petits-enfants, 60 personnes en tout. On pourrait presque s'y perdre. Mais tout a commencé avec Lucienne qui n'a pas attendu son 20e anniversaire pour avoir son premier bébé. Et à ce moment-là, il n'y avait pas la pilule. Hein. On ne peut pas faire autrement. Hein. C'est la nature. Hein. Au fil des années, dans la maisonnée, il a fallu apprendre à se serrer, à partager, non sans quelques difficultés. Il y avait 3 chambres et dans les chambres, il y avait 4 lits superposés dans chaque chambre. Vous avez des chouchous? Non, ils sont tous le même ego. À 69 ans, Lucienne vient d'obtenir la médaille d'or de la famille, la récompense de toute une vie, même si la maisonnée ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les sciences, les fourmis à la conquête de la planète, c'était jusque-là un scénario de science-fiction. C'est maintenant une hypothèse scientifique. En l'occurrence, il s'agit des fourmis d'Argentine. Elles seraient en train de coloniser l'Europe du Sud. Les scientifiques qui ont découvert une fourmilière de 6000 km le long du littoral. Reportage aux frontières espagnoles et belges. Romuald Bonan, Frédéric Pasquette. Ah, super. Depuis 40 ans, ce chercheur français traque un envahisseur discret, presque invisible. Une fourmi de 2 mm qui a conquis tout le sud de l'Europe en 100 ans. À tel point que les scientifiques qualifient l'insecte de peste biologique. Cette invasion, venue accidentellement d'Argentine, a débarqué à Antibes, à cause du commerce de plantes sud-américaines. Aujourd'hui, l'animal a fondé une super colonie. Pour l'instant, elle s'étend sur 6000 km de côte.
Pour réussir cette colonisation, l'insecte a bénéficié d'une mutation. Dans le monde des fourmis, les membres d'un même nid se reconnaissent par l'odeur. En cas de différence, c'est la guerre. Ici, pour une raison inconnue, ce moyen de reconnaissance a disparu. S'il n'y a plus de reconnaissance odorante, il n'y a plus de raison de manifester de l'agressivité. Il y a donc une coopération parfaite entre tous les individus, les milliards d'individus de la supercolonie. Ce petit soldat, né pour conquérir, est en fait un redoutable expert en chimie. Un atout qui va lui permettre de combattre sans craindre la défaite. Comme ici, pour affronter cette fourmi ennemie 5 fois plus grosse, l'Argentine ne va pas compter sur son venin, mais envoyer un code chimique pour enrôler de nouvelles recrues et mettre à terre l'adversaire. La chimie, arme favorite également pour informer ses congénères de la découverte de nourriture, par exemple cette goutte d'eau sucrée. En quelques minutes, les premières arrivées indiquent le chemin aux suivantes pour s'approvisionner, et telles de petits poussets, elles marquent même l'itinéraire le plus court, une vie en société que les scientifiques tentent de comprendre. C'est le sommet de la vie sociale, de la vie communautaire. Or, un axe de recherche extrêmement intense en écologie du comportement, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les causes évolutives qui ont permis aux animaux de vivre en groupe. Qu'est-ce qui a poussé les animaux à vivre en coopération? Mais cette société efficace est à l'origine de nombreux déséquilibres. Ravage de culture, dissémination de germes. En un siècle, la fourmi argentine a aussi tué ou affamé la quasi-totalité des autres espèces de fourmis. La biodiversité est menacée et pour le moment, rien ni personne n'a pu lui barrer la route. Sport football, on les disait en petite forme, ils avaient dû passer par l'épreuve des barrages pour se qualifier. Eh bien finalement, une fois de plus, les Allemands sont bien là. Ils seront en finale dimanche après leur victoire 1-0 face à la Corée du Sud. Résumé Christophe Duchian. Après match, on serait tenté de dire que c'était chacun son masque. Aux Coréens, aux défenseurs masqués, aux supportrices déçues, aux enfants tristes, le masque des regrets. Aux Allemands, évidemment, le masque du bonheur, les rires éclatants, la joie virile et la finale de la Coupe du Monde, la 7e finale de leur histoire. C'est le retour des briseurs de rêves. Si l'Allemagne était un objet, ce serait un coffre-fort. Un seul but encaissé en 6 rencontres. Les Coréens ont beau chercher la combinaison gagnante, alors qu'ils, elles, cherchent encore. Car en plus d'une défense de fer, les Allemands possèdent un goal en or, le meilleur au monde sans doute, Oliver Kahn. Vu leur médiocre parcours pendant les qualifications, certains voyaient plus les Allemands à la fête de la bière qu'à la fête du ballon rond. Colossale méprise, car comme on dit outre-Rhin, Allemand qui roule n'amasse pas mousse. Résultat en deuxième période, 75 minutes de jeu exactement, Ballack ouvre le score en 2 temps 3 mouvements. Le gardien repousse, l'Allemand se reprend. Heureux Ballack qui rattrape pourtant la finale à cause d'un deuxième carton jaune fatal. 1-0. Pour l'Allemagne, sans brio mais sans trembler, c'est le minimum syndical, mais surtout, c'est une victoire méritée. Les Coréens auront une dernière occasion, mais c'est une occasion gâchée. Cette fois, le rideau rouge est tiré, et parions qu'en la circonstance, personne n'évoquera les erreurs d'arbitrage, les rumeurs de dopage. Les Coréens sont éliminés, c'est la fin des allusions, le terminus des illusions. Oui, divine surprise pour les Allemands avec des scènes de joie à Berlin. En revanche, bien entendu, déception pour les Coréens. Réaction des supporters recueillis par nos envoyés spéciaux en Corée et en Allemagne. Philippe Rochaud, Patrice Romden, Sylvain Giaume. Ils avaient occupé les places publiques 5 heures avant le début du match. 7 millions de Coréens dehors pour forcer le destin et pousser leur équipe en finale. Si les slogans pouvaient être porteurs de victoire, ils auraient sûrement gagné. Car ils y croyaient encore, au début de la deuxième mi-temps. Mais le but allemand a terrassé les Diables Rouges, les supporters coréens. À ce moment-là, ils savent que la victoire leur échappe, qu'ils ne pourront pas remonter la pente, et ce sont les larmes qui gagnent le terrain. Les joueurs coréens étaient épuisés après leur match contre l'Italie puis l'Espagne. Ils ne pouvaient pas gagner. Mais la Corée se dit fière, malgré sa défaite, d'avoir porté jusqu'en demi-finale les couleurs du foot asiatique. « 15h pile poil, c'est l'heure de l'Allemagne. Le pays aux 6 200 000 pratiquants exulte à Potsdamer Platz, lieu symbolique de Berlin reconstruite. Reste maintenant à trouver un adversaire. Le Brésil. Les Brésiliens sont meilleurs techniciens, mais d'un autre côté, il y a 2 millions de Turcs en Allemagne et c'est excitant de jouer contre eux. Moi, je suis marié à une Allemande et je suis turc. L'Allemagne en finale, c'est bien. Contre la Turquie, c'est parfait.
Bref, l'un ou l'autre, Brésil ou Turquie, ça leur est égal. Voilà, demain donc Brésil, Turquie, une image en passant, celle de l'équipe du Sénégal en transit à l'aéroport de Roissy avant d'arriver à Dakar ce soir où une fiesta énorme est prévue toute la nuit. Quelques autographes et un accueil chaleureux déjà donc dans les couloirs de l'aéroport parisien. Tennis, la suite des internationaux de Wimbledon. Côté français, élimination de Nicolas Coutelot et Jérôme Golmar. Fabrice Santoro s'est qualifié ici face à l'Argentin Caleri. Nicolas Escudé a battu le Britannique Bogdanovic. Côté femmes, qualification à noter d'Émilie Loy, toujours côté français. Musique, on parlait d'eux comme des nouveaux Beatles. Après une pause de 2 ans, Oasis revient en force avec un 5e album. En 7 ans de carrière et avec près de 40 millions d'albums vendus dans le monde, Oasis a su s'imposer comme le groupe phare de la pop britannique. Olivier Lenuzza, Yann Moine. Ils l'écrivent en lettres capitales. Ils existent toujours et pourtant, il y a 2 ans, plus personne ne pariait sur la survie du plus grand groupe pop de la fin des années 90. Trop de drogue, d'alcool, de luttes internes. Noël Gallagher, l'âme d'Oasis, avait quitté le groupe. Noël est revenu. La musique reprend ses droits. La principale différence avec cet album est que nous avons dans le groupe 2 personnes en plus. Je n'écris plus toutes les chansons et nous voulions une idée forte et claire, limpide sur la musique que nous faisons. Ils avaient fui Manchester pour devenir des rockstars planétaires. 1997, Oasis visite Paris, morale d'acier, des jeunes surdoués déjà gonflés de suffisance. What do you think of rock and roll today? I think it's shit, but I think we're great. You know what I mean? There is no rock and roll today, is there? There's only us. Reçu par Tony Blair, Oasis faisait revivre à l'Angleterre l'hystérie oubliée depuis les Beatles. Je pense que les chansons des Beatles ont été un moment fantastique pour le monde. Les enfants ont pu déchirer leurs livres d'école, rejeter toutes les idées auxquelles leurs parents croyaient. Le nouvel album d'Oasis, le 5e, est de loin le meilleur depuis longtemps. Le groupe, à l'image de Noël Gallagher, semble enfin revenu sur Terre, tête dégonflée, sérénité retrouvée. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet. C'est encore le grand beau temps. Prochain rendez-vous avec l'info, minuit 40. Dernier journal Laurence Piquet, dès 6h30 Télématin. Roland Sicard recevra le docteur Jacques Fricker, au cas de vérité. Moi aussi j'ai besoin d'un médecin. On se quitte avec les vacances encore une fois si vous cherchez une destination. Cette île est mise aux enchères. Elle est située dans le land du Brandebourg, en Allemagne. Pas cher, 680 000 €, à peu près 4,5 millions de francs. Avis aux amateurs. À demain.